Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui nous allons parler débrief, mais surtout nous allons évoquer à la fois le Tour des Flandres avec le roi des Flandres à l'heure actuelle, mais surtout, et oui, un époustouflant prodige avec Paul Sexas. Parce que c'est vrai que j'étais pas chez moi samedi, enfin ce week-end, et hier je me suis dit bon je vais quand même faire le débrief du Tour des Flandres dans la soirée. Et il y a la victoire de Paul Secas. Donc je me dis, j'ai envie de le faire et tout. Et au final, en la soirée, bon, je me suis dit, je vais peut-être reporter sur aujourd'hui. Et des fois, je me souviens que j'avais voulu reporter le débrief des Pyrénées du Tour de France 2022 au soir de la 19e étape, en me disant peut-être qu'on aura une victoire d'étape française le lendemain, ce qui était le cas. Donc cette année, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire la même chose pour Paul Sexas? Même si au final, ce débrief-là n'avait pas pu sortir parce que j'ai eu un problème pour les uploads, bref. Et donc, j'arrive tout à l'heure, j'étais en cours et quand j'ai terminé mes cours, je vois mes notifications, je vois notif RMC Sport, Paul Sexas est en train de faire un sacré numéro et il a défoncé tout le monde. Hein, parce qu'il a quand même mis une 25 à Roglic aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Donc, nous allons parler tout simplement de ce Tour du Pays Basque avec ses deux premières étapes. L'étape 1, hier. Alors, c'était un contre-la-montre, effectivement, de 13 km 8. J'étais dans ma chambre en train de regarder un peu ProSakin Stat. Et le début du chrono avait eu lieu. Bon, et dès que j'ai vu que Paul Sexas était en ligne, et je suis directement allé regarder sur Eurosport parce que je me suis dit, forcément, j'avais envie de voir Paul Sexas et voir ce qu'il était capable de faire. Et donc, tout se déroule tranquillement. Et là, on arrive tout simplement au premier pointage intermédiaire. Je vois le temps et il était pris en tête. Et donc, on le voit en tête. Et j'étais choqué, mais bon, quand même, ce qu'il était devant Roglic, mais surtout devant également, enfin, à égalité avec Mollema, mais enfin, dans la même seconde. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que quand même, Primoz Roglic connaît le terrain, il s'était déjà imposé en 2021, mais également aussi, bah, c'est quand même un type de chrono où il est fort parce que chrono en boss, assez court, et puis Roglic c'est quand même un coureur qui a quasiment gagné toutes les courses par étapes World Tour d'une semaine, à part peut-être le Tour de Under et Tour of Guangxi, on voit l'idée. Parce que Roglic, quand on regarde ses victoires de manière générale, ouais, il me semble qu'il doit y avoir tout. Ouais, bah Paris-Nice, Romandie 2 fois, Catalogne, Dauphiné, Pays-Bas, Tirreno, Giro, Vuelta. Mais oui, je sais plus. Bah oui, il a quasiment tout. Et Tirreno, ça, il l'avait déjà 2 reprises, Tirreno. Donc oui, tu te dis, c'est quand même costaud. Et surtout, le chrono qu'il est capable de faire, c'est que déjà, il en remet. Il a encore plus creusé l'écart entre le premier et le deuxième pointage intermédiaire. Et d'ailleurs, il a. À part Marc Solé qui l'a battu, mais je veux dire, il explose tout le monde sur ce temps-là. Et déjà, tu sens qu'il se passe quand même quelque chose, sachant qu'en France, on n'est pas les meilleurs en chrono, même si bah, on a quand même Vauclin et Paul Sexas qui sont assez performants ces derniers temps, car Romain Grégoire et Lenny peuvent se débrouiller. Mais donc, on était tranquillement en train de regarder cette étape, et il continue d'avancer. Et surtout, bah, il y avait cette. Déjà, il était très à l'aise sur sa position, il faut le dire. Vraiment, la position de chrono de Paul Sexas, il était bien aéro. Peut-être pas autant que Remco Evenepoel, on s'entend bien. Mais en tout cas, en termes de position, il était vraiment bien. On sait que c'est un exercice qu'il affectionne, parce que quand même 4ème à 13 secondes d'un Filippo Ganna sur le chrono du Tour d'Algarve, fallait quand même le faire. Mais donc, il avait de la capacité. Et surtout, il fait un temps de référence, parce que dans la dernière montée qui était très punchy, il arrive à en remettre, à finir quand même très très fort. Et surtout, il bat quand même du Primoz Roglic. Dans cette ascension-ci, Roglic, il le met à 28 secondes. Parce qu'il faut quand même préciser, je sais pas si on peut plus le voir, statistique honnête. Est-ce que c'est là-dedans, sur le chrono, au niveau des pointages intermédiaires? Mais Roglic est à 5 secondes au premier intermédiaire et à la fin, il est quand même à 28 secondes. Ce qui montre quand même, j'ai envie de dire, mine de rien. Attends, j'ai le tableau des temps intermédiaires. Voilà, on va pouvoir voir. Euh, filtrer. Attendez. Ouais, filtrer. Donc par rapport à Sexas. Parce que Roglic, il est à 10 secondes de lui, pardon, premier intermédiaire. Donc déjà, ça c'est quand même très très fort.
Et on a Roglic qui termine du coup à 28 secondes. Mais ce qui veut dire quand même que l'écart a largement augmenté de manière significative. Parce que ça voudrait dire que, bon, 10 secondes d'écart quand même. Il lui en met 17. Certes, mais le premier pointage intermédiaire, il est au bout de 5 minutes, mais il est au bout de, je crois, de 2 km, il me semble. Il faudrait que je revienne sur la première étape. Le premier intermédiaire est au bout de combien de kilomètres par hasard? Il est au bout de 2 km 400. Donc, ça veut dire qu'en montée, il a été très efficace parce qu'il a quand même réussi à exploser tout le monde. D'une manière, on peut dire toujours aéro, mais bien appliqué sur sa machine, très sérieux. Et quand je dis très sérieux, c'est toute cette équipe Decathlon. Parce qu'il y a du Nicolas Prodhomme, du Mathieu Riccitello qui sont à son service. Il a quand même un Mathieu Riccitello qui vient de remporter le Tour de la Provence, mais surtout un Riccitello qui a fini 5ème du dernier Tour d'Espagne. Un Nicolas Prodhomme qui remporte quand même une étape sur la Vuelta, sur le Giro l'an dernier, qui remporte notamment, je peux penser à la Poly-Normande, bien évidemment à une étape plus le général, c'est à Luzardia, une étape de la route d'Occitanie. Enfin, il a enchaîné les victoires, Nicolas Prudhomme, l'an dernier. Et évidemment, la victoire sur le Tour des Alpes que Paul Sexas lui laisse, parce qu'il était le plus fort ce jour-là. Ce qui montre aussi, mine de rien, la lucidité de Paul Sexas là-dedans, et la maturité. Parce que la maturité, déjà sur le chrono, il se disait qu'il pouvait avoir la capacité de bien performer, mais qu'il s'imagine pas déjà à gagner surtout, mais à avoir des écarts équivalents. Et ça, c'est très très fort. Et là où je voudrais aller encore plus, déjà si on revient sur ce contre-la-montre-ci, c'est qu'il y a quasiment personne qui l'a inquiété. Parce que honnêtement, Landa avait quand même fait un très bon chrono. Parce que c'est vrai que si on regarde, Grosjean, c'est un peu une surprise pour moi de le voir aussi haut. Vauquelin, très très bon. Vauquelin a perdu pas mal de temps entre le premier et le deuxième intermédiaire. Ce qui peut expliquer peut-être aussi les conditions de vent, qui étaient peut-être différentes à certains endroits. Et c'était peut-être bien vu aussi du coup dans ce cas-là pour la formation Décathlon de laisser Sexas partir plus tôt. Lipovic a quand même fait un très très bon contre-la-montre aussi, sachant que Lipovic il a quand même le temps de référence de Roglic. Vous allez me dire c'était le cas aussi pour Sexas avec Riccitello, il est vrai. Mais si un bon chrono de Van Wieler, mais après Van Wieler très bon sur les chronos vallonnés. Mathias Calmoz, en fait Calmoz même McNulty, les deux sont bons sur le chrono et c'est des terrains qu'ils affectionnent, des terrains vallonnés avec des forts pourcentages. Et les deux ont quand même réussi à avoir, enfin l'écart est assez loin par rapport à Sexas mine de rien. Même Del Toro, alors c'est vrai que Del Toro était peut-être un peu moins bon sur le chrono. Enfin, c'est vrai que Del Toro, j'imaginais un peu plus haut. Mais quand même à 51 secondes. Et surtout sur le premier intermédiaire, je vois Del Toro qui est quand même à 20 secondes. Je me dis que c'était quand même assez élevé en termes d'écart. Ça augmentait avec le deuxième intermédiaire. Et en fait, chaque coureur quasiment a perdu du temps de manière constante sur Sexas. C'est ça aussi qu'il faut retenir. De manière assez générale. Alors si on peut revenir également sur Landa, ce que je disais, c'est que où on voyait un Juan Ayuso ou même un Del Toro qui les deux étaient à cheval la plupart du temps sur leur prolongateur. On a vu un Mikel Landa qui avait un style un peu moins énergique en montée, mais qui est non moins efficace. Après, on connaît le style de Mikel Landa. Mais on a un Landa qui est appliqué dans sa manière de pédaler, oui, mais dans son rythme de pédalage en ascension, qui est peut-être pas le plus énergique, celui qui, on peut penser, dégage le plus de puissance, mais qui est toujours très régulier et qui est très efficace parce que mine de rien, il finit quand même 7ème temps. On se disait, oh, il va peut-être être loin, mais en attendant, non, il finit pas très loin parce qu'il était qu'à 7 secondes au premier intermédiaire. Mais vraiment, un chrono qui était quand même très très. Alors, un chrono qui était. Il a été stratosphérique en fait, Paul Sexas, parce qu'on savait qu'il était bon en contre-la-montre, mais je m'imaginais à ce qu'il soit performant mais pas à ce qu'il gagne. Et moi, à la limite, il pouvait gagner peut-être d'une ou deux secondes, mais pas à ce qu'il explose la confiance comme ça. Parce que quand on regarde, t'as quand même Vauquelin, qui fait des top 5 contre-la-montre sur le Tour de France. Roglic, qui est quand même un spécialiste, qui a été champion olympique de la discipline, même si certains vont dire qu'il est un peu plus en déclin. Lipovic, qui est bon sur l'exercice, McNulty et Skelmoz aussi. Isaac Del Toro qui se débrouille. Enfin, vraiment, on a quand même des excellents coureurs sur l'exercice. Julien Philippe qui a fait un chrono intéressant, sachant qu'à la Philippe, il ne fait pas tout le temps à fond les chronos. Mais même, et surtout, je voulais parler de Juan Ayuso. Juan Ayuso, on a vu énormément, déjà, rester forcément sur les prolongateurs très longtemps. Surtout là aussi où je voulais dire, ce qu'on peut quand même préciser aussi sur Del Toro, pas sur Del Toro, sur Ayuso, c'est qu'il se fait peur. Il sort très large avant le premier intermédiaire. Très large dans la descente, à un moment, il passe derrière la rubalise. Et peut-être un manque de confiance, peut-être des sensations, parce que c'est vrai qu'il est tombé sur Paris-Nice. On pourrait se dire que tu reviens 3 semaines après environ Paris-Nice, où t'es quand même tombé, où t'avais pas pu repartir. Parce que dans l'état dans lequel il est, on se dit est-ce que c'est pas le fémur ou par exemple la rotule qui peut se faire. Bon, c'était moins grave entre guillemets que cela.
il arrive à être au départ de cette épreuve-ci. Est-ce qu'il n'y avait pas un manque de conditions? Parce que forcément, après être allé sur une chute, enfin, après, pardon, être allé sur une chute, c'est pas français, mais après être tombé et avoir dû abandonner, forcément, déjà, il a eu des coureurs, enfin, des jours de course en moins. Et surtout, bah, ça a retardé sa préparation et sa condition physique. Donc, ça a pu jouer. Mais ouais, surtout, il est resté énormément sur les prolongateurs. C'est ça, surtout, qui m'a étonné. Je pense notamment à l'arrivée. Ça a dû être l'un des seuls coureurs où, sur les tout derniers mètres, vous savez, au sommet de l'ascension, les derniers mètres, on va dire peut-être les 50 sont peut-être moins difficiles, entre guillemets, même si on est quand même sur une ascension avec des passages à plus de 20%. Mais même là, il est quand même repassé sur des prolongateurs. Ce qui quand même m'a étonné, je me suis dit, c'est le seul que j'ai vu repasser sur des prolongateurs sur les derniers mètres, pas terminer, c'est terminé au sprint, ou du moins, bah, j'ai envie de dire, peut-être les mains, enfin en tout cas pas les mains, oui, sur les prolongateurs. C'est vrai que j'ai trouvé cette manière-là un peu plus étonnante pour Juan Ayuso, qui peut-être était en manque de confiance. Alors est-ce qu'il aurait voulu se rassurer? Possiblement. Est-ce qu'on n'a pas voulu, dans un descente, trop en remettre en se disant qu'on est. Et parce qu'il avait vu sûrement les écarts et on lui avait peut-être informé en se disant, et ce qui est logique aussi, bah t'es en retard, donc il avait voulu en remettre, je pense, ce qui est peut-être. Ou alors peut-être aussi un manque de lucidité, notamment en termes de virage où il avait beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie. Parce que quand on le voit au départ, il part très fort. Comme Del Toro, les deux étaient vraiment avec énormément de motivation. Sauf que les deux partent avec énormément de motivation. Et c'était un peu une douche froide, entre guillemets. En tout cas, surtout pour Ayuso, qui est peut-être pas en si grande condition que ça. Surtout qu'on le dit souvent, bah, Pays-Bas, c'est l'une des courses par étapes pour le tour les plus difficiles. Parce que il y a un concentré de difficulté, qu'on est pendant très longtemps sur des petites routes, que c'est une course de préparation aux Ardennaises, mais aussi, bah, le Pays-Bas, même si cette année c'était différent avec notamment un col aujourd'hui, mais avec un enchaînement d'ascensions courtes en termes de kilométrage, mais avec des pourcentages terrifiants, même des fois on disait c'est peut-être des chemins de chèvre, etc. Enfin, vraiment c'est très difficile le Pays Basque. On a souvent un très gros plateau, c'est encore le cas cette année. Et donc, et surtout, bah, l'accumulation de difficultés en fin de semaine, enfin en fin de semaine de course, oui, on a déjà vu des coureurs qui avaient du mal à terminer et même finir très très loin en général. Donc effectivement là on voit que le parcours est très difficile. Est-ce que c'était judicieux de venir? Bah, je pense quand même que oui, parce que en tout cas pour voir sa forme. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour lui, même Tibéri qui finit quand même très très loin, parce que Tibéri finit à 1,24 aussi. Bah, Tibéri de base est un excellent rouleur. Surtout que j'ai envie de dire Tibéri sa saison. Bah, c'est vrai que Tirreno était assez mauvais, parce que, enfin assez mauvais, il finit 9ème du chrono, mais 42ème du général. Bon, à Elia il finit 3ème, et à l'UE2 il gagne à Djebel Mobra. Mais et quatrième à JB Lafayette, mais surtout il finit deuxième au général. Et quatrième au Volta Comunidad Valenciana et troisième au classique, enfin ouais, au camp des Moverde. Donc ouais, c'est vrai que j'ai quand même trouvé un Tibéri. Bah, Tibéri, c'est vrai que sa saison dernière était déjà assez compliquée quand on regarde. Et là, est-ce que c'est reparti? Je sais pas trop. Alors, il va être sur le Tour de France, donc il a encore la possibilité de voir sa condition compter. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Enfin, étonnant, c'est vrai que ça fait quand même. Déjà, l'an dernier, son Giro était vraiment pas si bien que ça. Est-ce que, bah, j'ai envie de dire, déjà, l'an dernier, Buitrago était pas si bien que ça chez Bahreïn. Et du coup, limite, je me disais, les Martinez pouvaient être leaders sur le Tour de France. Et si de base, il devait jouer les étapes. Et là, c'est aussi le cas. Lenny Martinez devrait jouer les étapes sur le Tour. Mais Lenny Martinez, j'en ai pas reparlé. C'est vrai que dans mes objectifs. Un peu mon bilan du cyclisme français en 2025. Je parlais aussi qu'on avait des résultats qui étaient assez bons sur les courses par étapes pour le Tour en termes de place. Quand on regarde Paris-Nice, t'as Vauclin qui fait 4, 5 Martinez, 8 Rondelles et 9 aussi Alex Baudin. T'as quand même 4 coureurs français dans le top 10 de Paris-Nice. C'est vrai que j'avais même oublié quasiment Baudin. Mais quand tu regardes en termes de victoire en World Tour, bah, t'as quand même 2 étapes du Tour de Catalogne avec Dorian Godon, une étape du Tour enfin de Paris-Nice avec Dorian Godon, une étape de Paris-Nice avec Lenny Martinez et 2 étapes du Tour du Pays Basque avec Paul Sexas, ce qui est plutôt bien, même deuxième et quatrième avec Paul Sexas et Romain Grégoire sur l'Estrade manqué, puis Lenny qui finit 2 et Valentin Brayepin, quatrième aussi du Tour de Catalogne. Sur ce, on va quand même entamer cette deuxième étape du Pays Basque. Et du coup, je n'ai pas pu la voir en direct ni même en replay. Tout simplement parce que j'arrivais pas enfin, Eurosport, j'arrivais pas à la voir sur Eurosport à ce moment-là. Par contre, une chose est certaine, c'est que j'ai quand même pu voir le résumé. Alors, le résumé qui commence à 26 km de l'arrivée. Puis le moment de l'attaque de Paul Sexas.
Et ce qui est très intéressant à voir, c'est déjà qu'on avait quand même un Juan Ayuso qui est en difficulté. On avait quand même aussi un Del Toro qui n'était pas dans sa meilleure condition aujourd'hui. Parce que déjà, on a le Del Toro qui finit quand même assez loin sur l'étape du jour, mais surtout qui, en termes de placement, était assez loin quand même, il faut le dire. Dans ce groupe-ci, même Roglic n'était pas si bien placé que ça, de manière générale. Et en fait, on avait déjà, il faut dire vraiment un très gros encadrement côté Decathlon. Déjà aussi, sur Paul Sixas, ce qui est déjà très très fort, c'est qu'au-delà des capacités d'être très fort en montagne, d'avoir de l'endurance, parce que quand même il finit 7ème du Lombardia l'an dernier, et 3ème des championnats d'Europe, et l'Estrade aussi finit 2ème. On est quand même sur un coureur également qui a des capacités de puncher et d'accélération, mais surtout, déjà l'attitude face aux médias qui gère la pression. Mais aussi, il te dit, et j'avais réécouté l'interview quand j'étais dans le bus tout à l'heure, mais il te dit, ouais, écoutez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il y va. C'est peut-être pas tout le monde qui l'aurait fait. En tout cas, surtout quand on sait que ça fait 10 jours qu'ils ont préparé. Donc déjà, chez Decathlon, on avait anticipé le scénario. Et il le dit, au tout début, il savait pas s'il allait avoir autant d'avance ou même s'il allait être leader. Et en tout cas, l'objectif, il disait, c'était l'étape qui me convenait le plus aujourd'hui pour pourquoi pas jouer général et qu'il allait faire son batou. Et il est parti très loin, avec une équipe à son service, et aussi dans les capacités de Paul Sexas. Un leader, bien évidemment, c'est d'être très fort physiquement, limite le meilleur de son équipe, mais pour performer, mais aussi de fédérer autour de lui. Il arrive à fédérer parce que déjà Nicolas Prudhomme, en lui offrant la victoire l'an dernier, Prudhomme va pouvoir se souvenir dans 2-3 ans que Sexas lui avait offert sa première victoire, ce qui lui a débloqué la suite de sa carrière à Prudhomme. Et là, il va se dire, je me suis souvenu que mon leader m'a laissé une victoire, et donc j'aurais encore plus envie de me sacrifier pour lui, d'aller encore plus loin dans la douleur et de l'accompagner le plus loin possible. Et ça, c'est quelque chose d'important, même face à un Richie Tullo, quand même, on est face à un coureur qui a fini 5ème de la dernière Vuelta, qui arrive dans cette formation-là, et qui, se sacrifie quand même pour Paul Sexas. Ça aussi, c'est quand même assez fort. Et puis, ouais, quand on voit que physiquement, il est quand même très très fort également, mentalement, il a beaucoup de maturité dans sa réponse médiatique, mais c'est surtout vraiment la capacité à attaquer aujourd'hui. Très bon en trajectoire dans les descente, parce que c'est vrai que quand même, à certains moments, ça passe pas très très loin, mais il nous fait une excellente descente où il gagne un peu de temps. Après, effectivement, comme souvent, on a un des principaux favoris, là en l'occurrence Texas, qui attaque et très vite derrière, ça s'est regardé. Alors il y a quand même Lipovic qui a tenté de réagir, qui n'est pas revenu. Alors c'est vrai qu'il y avait Roglic aussi, est-ce qu'on aurait pu plus se sacrifier? Je pense que oui, mais je disais déjà, moi j'ai le souvenir de l'Amstel l'an dernier, où on avait un moment Benoît avec Van Aert et Schmidt avec Matthews dans le groupe qui était derrière Pogacar avant que Remco parte, et je me suis dit, mais pourquoi il se sacrifiait pas? Enfin, Mauro Schmidt, il aurait pu se sacrifier pour Matthews parce que si ça revenait sur Pogacar, Matthews était avec Van Aert le plus rapide du sprint. Idem pour Benoît. Alors là, je m'écarte d'une course il y a un an, mais c'est pour le dire. Là, c'est vrai ça s'est un peu regardé à certains endroits. Et effectivement, à un moment, on peut se dire, côté Lipovic, pourquoi je roulerais dans le groupe de compte parce que j'ai Roglic quelques mètres derrière. Inversement, pourquoi Roglic se mettrait à rouler avec Del Toro alors qu'il a Lipovic devant? Ça aussi, c'est quelque chose à se dire. Mais vraiment, Paul Sexas, très performant. Il a su réagir en patron. De toute façon, quand tu es leader du classement mondial, tu te sais attendu. Tu sais que tes adversaires vont te mettre la pression. Et il a même pas attendu que les adversaires lui mettent la pression ou le test. Non, c'est lui qui a testé ses adversaires. Et vraiment, très très performant. Il creuse un écart assez intéressant dans la montée parce qu'en 6 km, il met quasiment une minute. Et il augmente dans la descente. Il relance dans la dernière montée, mine de rien. Et il finit avec 1,25 d'avance. Et c'est pas n'importe qui a derrière. C'est quand même Skelmose qui a remporté l'Amstel l'an dernier. Et un Tour de Suisse dans sa carrière. C'est quand même Roglic qui a quand même 5 grands tours à son palmarès, c'est quasiment toutes les courses par étapes pour le tour. C'est pas rien, Primoz Roglic. C'est Lipovic qui est le 3ème du dernier Tour de France, et Kevin Vauclair, on en parlera juste après, mais qui a fini 7ème du dernier tour, le 2ème du dernier Giro. Enfin, c'est pas n'importe qui. Isaguirre qui performe toujours au Pays Basque. Ken Uijtdebroek, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. Ken Uijtdebroek, qui on savait avait vraiment eu une saison compliquée chez Visma, et qui là se relance. Alors il avait déjà remporté l'an dernier, bien évidemment, le Tour de l'Inde devant Prudhomme qui s'était également posé à ce moment-là. Mais quand on regarde sa saison l'an dernier, alors il finit 6ème du Tour of Guangxi, 5ème du Tour de Slovaquie, 10ème de Lombardia et 8ème du Tour d'Émilie. Et la République tchèque qui finit 2ème, et c'est surtout le Tour de l'Inde qui gagne où il fait une démonstration le dernier jour, avec des chutes et pas mal de problèmes. Il s'est se relancer, c'est quand même un coureur mine de rien qui est de 2003, donc encore assez jeune. Il arrive dans cette formation Movistar où c'est vrai que ça reste un milieu un peu hispanique et ça peut être compliqué quand on ne connaît pas de manière générale peut-être la langue pour certains coureurs, mais il a quand même réussi à, oui, comme je disais, à se relancer.
à me voir que mine de rien, après aussi, cette pris entre guillemets un éclat hier, enfin entre guillemets, mais c'est vrai qu'il finit assez loin au chrono, bah, il a quand même réussi à se dire que ce n'était pas totalement terminé pour le classement général, à se remettre dans un état d'esprit d'aller se battre avec les meilleurs, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai envie de dire, il me semble que Catalogne, il avait quand même fait un bon tour de Catalogne. Bah oui, il fait 8ème en Catalogne. Et à la Mondiale, il fait 9ème. Et 5ème de Milan-Tour, donc il est quand même sur une bonne dynamique dans cette formation. Movistar qui aura besoin de points parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs qui sont assez discrets et ils étaient même relégables à un moment en termes de points ici. Roglic, bah j'ai envie de dire Roglic toujours discret, dans le sens où c'est peut-être pas celui qui a fait le plus de relais, mais on le revoit toujours là pour aller chercher sa bonif au sommet. Et c'est vrai que Roglic, maintenant il est en fin de carrière, enfin fin de carrière entre guillemets, il a 36 ans. Quand il se voit une opportunité d'aller chercher des résultats, comme sur le Tour de France, c'est vrai que ça m'embêtait un peu sur le Tour de France, on le voyait, on a l'impression qu'il vivait sa vie et qu'il n'était pas totalement au service de Lipovic et qu'il faisait un peu comme bon lui semble. Et au final, bah, il a eu une opportunité, pourquoi pas, d'aller chercher le podium sur la dernière étape de montagne. Il a tenté le tout pour le tout, il a été récupéré après en direction de la plagne et bah, il a terminé tranquille. Là, j'ai envie de dire, Roglic, il est sur le podium provisoire deuxième. Il fait quand même une bonne course. On peut toujours, côté Red Bull Bora, jouer sur l'ogre de tête avec Lipovic et Roglic. Et on verra si on a un qui sacrifie pour l'autre, bien évidemment. Un duo qu'on avait déjà vu sur le Tour de France l'an dernier. Scalmo solide aussi aujourd'hui. Après le chrono. Côté même, j'ai envie de dire, côté UAE, bah, on a McNulty qui finit. McNulty finit où d'ailleurs, Brandon McNulty McNulty, je ne le vois pas. Oui, McNulty finit très loin. Il finit à 12 minutes aujourd'hui, alors que bah, hier, il était bien positionné sur le chrono. Aussi, quand même, Vauclin qui serait tombé aujourd'hui. Alors, j'ai pas pu voir en résumé, mais ce serait pas une grosse gamelle. Qui est quand même reparti. Et on le voyait bien placé dans l'ascension, mais peut-être sur le moment où le résumé Eurosport commence, on a l'impression quand même de le sentir la tête assez baissée et un peu en difficulté. Alors c'est quand même un coureur qui sait se gérer, qui notamment sur le Tour de France l'an dernier, s'accrochait constamment, repoussait ses limites. Et c'est vrai que là c'était un peu dommage entre guillemets pour lui ce final-ci à plus de 4 minutes. Il faudra voir, est-ce que l'état de forme n'était pas si bien que ça. On ne sait pas, mais en tout cas, est-ce que parce que c'est vrai qu'il s'est rajouté au dernier moment, dans son interview peut-être qu'il se disait que s'il n'était pas au mieux, en tout cas, il finit quand même deuxième du chrono, ce qui est très performant. Et là, il est vrai que c'est assez compliqué pour lui aujourd'hui. À plus de 4 minutes, mais il y a surtout la chute qui a dû influer et on verra déjà dans les prochains jours comment il se ressent. Également, je voulais parler bah déjà de Rano Yusso. La chasse est tôt quand même, Rano Yusso. Il faut le signaler, qui est pas en vain sur ce Tour du Pays Basque parce qu'il perd plus de 2,30 aujourd'hui. Enfin, il perd de 29 même. Alors, est-ce qu'on est venu pour reprendre la condition physique? C'est une possibilité. Mais il revient d'une chute. On a l'impression quand même que il n'en est pas totalement remis. Il est vrai. Et que ça joue forcément dans la tête. Et que c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui, honnêtement. Alors, on verra ce que ça va donner sur la suite du Tour du Pays Basque. Mais là, tu te retrouves au général quand t'es Juan Ayuso. T'as combien de temps pour Ayuso? T'as 3,55. Alors, certes, la 10ème place est à 3,01. Mais il viendra pas pour jouer une 10ème place, Juan Ayuso. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui. De manière générale, on verra comment ça va dans les derniers jours. J'ai pas l'impression que ça allait mieux aujourd'hui qu'hier. Lâché assez tôt. Mais il était même lâché au moment où c'est que ça s'attaquait. Par contre, Del Toro, c'est vrai qu'il était mal placé, il revient, notamment sur Lipovic dans la dernière ascension. Et visiblement, il aurait pas. Enfin, il était avec Roglic à un moment, alors que Lipovic était dans un autre groupe. Il a jamais réussi à revenir. Mais c'est vrai que Del Toro, ça m'intrigue entre guillemets aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait 2 jours qu'il est peut-être pas à son meilleur niveau. Alors est-ce que on est en préparation, est-ce qu'on n'a pas fait trop de jours de course aussi pour Del Toro? Enfin trop de jours de course, actuellement il en a combien? Il en est quand même à 18. Mais c'est vrai qu'il a quand même enchaîné Tirreno Adriatico, bon Soremo où il finit 110. Il a fait 3ème d'Estrade derrière Paul Sexas. À l'UAE Tour il gagne 2 étapes et le général. En fait il faudra voir de manière générale. Mais c'est vrai que assez loin quand même aujourd'hui. Ce chrono, on va dire qu'il était peut-être à sa place. Mais bah, il s'est fait piéger déjà dans le final parce que Roglic a réussi à revenir sur le groupe Lipovic, ce qui n'était pas son cas. J'ai pas trouvé si aérien que ça dans la dernière montée aussi. Alors il finit avec Terrada.
peut-être que sa forme va monter crescendo au fur et à mesure des jours, parce que même si aujourd'hui on va dire qu'il y a de moins en moins de courses de préparation et qu'on vient pour gagner la course, marquer ses adversaires, et pas réellement pour se préparer. Bah mine de rien, c'est vrai qu'il fera quand même encore il fera l'Amstel Flèche Liège après, avant le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'ancien nom le nouveau nom du Dauphiné, le Tour de France. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui pour Del Toro. Vraiment en difficulté, pourtant on l'a quand même revu tant un moment. En contre-attaque, est-ce qu'il a pas trop présumé de ses forces? C'est une possibilité, et surtout que c'était pour fuir le marquage du groupe de contre. Mais au final, il s'est fait marquer sûrement par Roglic, parce qu'il devait faire l'effort pour revenir sur le groupe Lipovic. Et au final, bah, au final, il en a été piégé. Donc vraiment assez compliqué en ce qui le concerne. Et puis on va passer sur le Tour des Flandres. Alors Tour des Flandres, ça va être assez intéressant à évoquer, bien évidemment, avec tout simplement cette victoire de Pogacar. C'est une démonstration du Slovène, il faut le dire. Très très intéressant quand même. Pour Pogacar, le fait d'être parti à plus de 100 km de l'arrivée, il est vrai quand même que ah bah à cet instant-là dans le Valkenberg, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte. Enfin, on voyait quand même qu'on avait un rythme et que la course était quand même déclenchée depuis quelques temps. Parce qu'on avait quand même des attaques, notamment à Magny, Christophe Laporte qui avait suivi quelques coups, qu'on avait des coureurs qui n'étaient pas si bien placés que ça. Je pense à Van Aert. Je dis toujours, mais dans les capacités d'infanterie, il faut être bien placé. Alors, pas placé tout le temps dans les 10 premières positions, ce qui a peut-être fait perdre un peu d'énergie à Remco Evenepoel, mais du moins être placé aux bons endroits. Et c'est vrai que Van Aert, alors à certains moments, il avait été ramené par des coéquipiers, peut-être notamment à Fini. Et Van Aert, il a dû quand même gaspiller beaucoup de coéquipiers, sachant qu'il y a Guinness qui était quand même en forme, problème mécanique, même si à un moment je le voyais un peu se toucher à la cuisse, mais c'était surtout problème mécanique, donc il a fini loin. Enfin, loin. Il est vrai quand même que je crois qu'Aguenes finit. Il finit combien de Perchang Aguenes tac, 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 tac. Je vais pas le retrouver pour cette formation Visma Lease the Bike. Il est où? Ah si, oui, il finit 17ème avec Madouas. Mais Pogacar, c'était une démonstration. Effectivement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a quand même voulu jouer le surnombre. Alors, il a fait ça en borne avec Vermersch en tant que coéquipier, mais Vermersch, bon, ça prenait des relais, chacun évidemment. Surtout, très intéressant, c'est que boum, à 100 bornes de l'arrivée, on a eu que les favoris. Enfin, on a isolé les favoris. Certains qui étaient mal placés, on en payé le prix fort. Je pense à Segard, je pense à Madouas, même Grégoire qui finit assez loin, même si il découvrait. Mais à Bremsen, je crois qu'il a eu un problème mécanique à Bremsen. Enfin, il a eu un problème mécanique, mais même Turgis sont très très loin. Van Barle, bon, Magnier, il finit combien de Magnier Paul Magnier, le 36e. Mais on voit qu'on a eu pas mal de coureurs quand même piégés. Surtout qu'en plus, bah, c'était très mal organisé parce qu'on avait des Sportlanderen qui roulaient. On avait également aussi effectivement la Groupama, mais ça a mis beaucoup de temps à s'organiser derrière et ça se reliait pas totalement. Et à un moment, bah, ils sont partis. Aussi côté Eagle Trek, on a essayé de revenir avec Vacek, c'est également le cas pour essayer de revenir avec Vito Braid côté Lotto, mais on n'a pas réussi à faire la jonction. Et par la suite, au final, ce groupe s'est isolé. Alors on a quand même deux Visma, mais trois Red Bull aussi. Ce qui a compté dans le final, ce qui a été une course d'usure. Pogacar a très clairement voulu lessiver comme souvent ses adversaires, mais là, il a été maître de sa course. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on a vu un Tadej Pogacar, mais pas en détente, mais dans le sens où en fait, il était serein, où il avait son plan en tête, il savait comment agir et il n'a pas été réellement inquiété, mais surtout, il n'a pas été en mesure d'être inquiété. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le moment où Florian Vermeersch tente un contre. On est avant Vieux Quarmont Paterberg, et là, on est obligé de mettre la porte à rouler côté Visma, parce qu'on voit que ce groupe avec notamment Vermeersch prend 10 secondes d'avance et on se dit ah forcément Pogacar a quand même un coureur comme Florian Vermeersch qui est quand même très en forme, qui fait fini 3ème à l'E3 par exemple, et à Lumloop qui a vraiment une capacité d'être double leader j'ai envie de dire, et ça a forcément influé sur la course. Et bah effectivement on pourrait se dire ah c'est intéressant, enfin on aurait pu se dire faut pas le laisser partir dans ce cas-là. Parce que attention, Pogacar, il aura plus des données. Il voit son coéquipier partir. Écoutez, j'ai un équipier devant, je vais pas rouler. Et il les a enterrés comme ça. Et donc, on a dû obliger Christophe Laporte à faire un effort côté Van Aert. On n'a pas directement sauté dans la roue. Par contre, là, on a sauté dans la roue. D'ailleurs, en plus, très très intelligent. Et c'est ce que je me disais en direct. C'est qu'au moment où les échappées sont récupérées, il réaccélère dans le mont juste après. Alors, je sais plus quel mont c'était. C'est peut-être pas le. Ouais, non, c'est pas. Attendez.
C'est pas le Valkenberg. Attendez, je vais revoir. En plus, je disais que c'était le Valkenberg, mais c'est le Molenberg où c'est parti non plus, c'est parti de beaucoup plus tôt. Mais c'est qu'à un moment, déjà, on avait un moment dans un mont, Pogacar qui montait de manière croissante, avec Remco dans la roue. Mais avant ou même quasiment au moment où l'échappée allait être reprise, échappée matinale. Et déjà, on voyait les coéquipiers de Remco un peu plus loin. Mais surtout, où là, c'était assez intéressant, c'est que quand on a une accélération, enfin, Pogacar, dès qu'on a repris l'échappée, dans le monde qui suit, attaque. Je crois que c'est le Valkenberg ou le Berthanaut. Mais il accélère. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié là-dedans, c'est ce que je me suis dit, c'est que on a par exemple Van der Poel qui récupère à ce moment-là Dillier. Mais on récupère Connor Swift, certes, il était tombé, mais on avait quand même 3 coureurs côté Ineos. On peut jouer pourquoi pas un surnombre, même s'il y avait 3 coureurs de Red Bull. Mais vous voyez l'idée. Enfin, des équipes récupéraient quelques coureurs. Même par exemple, on récupérait Lamperti côté IF alors qu'on était piégé. Donc j'ai envie de dire, on pouvait pour certaines équipes se dire qu'ils étaient en bonne condition, en tout cas qu'ils récupéraient des coureurs. Et ça aurait pu être intéressant. Et boum, dans l'ascension d'après, accélération de Pogacar. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça met en difficulté Sylvain Dillier qui n'a quasiment pas aidé Van der Poel. Donc Van der Poel, il a quasiment fait 100 km tout seul. Et ça, c'est quand même du compter aussi dans la tête. Et surtout, bah, il avait toujours un coup d'avance. Et quand je parlais du contre de Vermeersch, effectivement, enfin quand Vermeersch s'était envolé avec une dizaine de secondes d'avance, parfait à ce moment-là. Pogacar laisse les autres rouler. On utilise des forces côté Visma, le seul coéquipier qui reste avant Aert. Et on arrive au pied du vieux Quarmont. Pogacar accélère juste avant les pavés. Van der Poel qui observait à ce moment-là et qui voulait un peu suroublier comme lors de l'ascension. Pogacar étant en rythme croissant que je parlais tout à l'heure, j'oublie le nom. Mais il est beaucoup plus loin, donc il est obligé de faire un gros effort, ce qui est des forces en moins, en plus dépensées par rapport à Pogacar. Pedersen ne va pas directement dans la roue, et on a Van Aert qui va, Van Aert qui craque, et c'est même le premier réellement craqué parce que Pedersen avait un temps de retard, et on a Remco qui revient, Van der Poel aussi, mais Van der Poel beaucoup plus loin, a dû slalomer entre les coureurs, et forcément a dû dépenser énormément d'énergie en plus, alors que Pogacar lui qui était toujours sur son rythme d'accélération, Van der Poel a dû faire un effort beaucoup plus abrupt et brutal pour revenir dans la roue du Slovène, ce qui lui a causé aussi la fatigue. Mais là, contrairement à l'an dernier, on avait un Pogacar qui à chaque mont harcelait Van der Poel. Alors je parlais de Van der Poel qui avait toujours potentiellement la douleur, même si ça ne l'avait pas gêné pour s'imposer à l'E3. Enfin, il avait la douleur, mais il avait quand même remporté l'E3. Il fait quand même un sacré numéro sur Gand. Après la chute sur San Remo. Même si Pogacar est tombé aussi, mais Van der Poel avait quand même encore des stigmates. Et est-ce qu'en termes de récupération, je sais pas, mais déjà, j'ai trouvé moins aérien sur le 3 que ce qu'on avait vu l'an dernier. L'an dernier, enfin cette année, effectivement, ça a mis énormément de temps à s'organiser. Et encore, ça s'est pas totalement organisé. La preuve, c'est qu'on revient à la flamme rouge à 2-3 secondes de lui. On se regarde, au final, Van der Poel en remet. Et on se regarde encore 10-15 secondes. Et après, bah oui, mais quand tu relances, alors que tu as laissé tu t'es regardé pendant 10-15 secondes, bah oui, Van der Poel, il en a pris 10 d'avance. Et donc, même si tu y vas au sprint, tu pouvais pas le récupérer. Alors que bon, ça s'est quand même bien allié sur Gand, même si ça a mis un peu de temps. Et dans le peloton aussi, hein, le 3, ça s'était allié, même si assez tardivement également. Et le peloton aurait pu revenir sur Van der Poel qui était peut-être moins aérien. Et effectivement, là, ça va peut-être cogiter dans sa tête, mais surtout, bah, on n'avait pas de Philipsen, on n'avait pas de Tibordel Grosso. Et donc, tu avais Van der Poel qui était quasiment seul, oui, qui avait même pas la possibilité de jouer à 2 leaders. Donc, ça a influé bien évidemment sa course. Mais oui, bah, dans le Paterberg, Remco revient au niveau de Pogacar, un peu à l'ego, en tout cas pour montrer sa présence, que ça ne l'impressionne pas réellement, sauf que Pogacar a relancé. Remco passe lui pas très loin, mais à chaque fois il revenait à 4-5 secondes sans jamais revenir totalement dans l'aspiration. Ce qui fait que déjà, à chaque fois sur les monts pavés, il perdait du temps, il revenait sur le plat. Forcément, le coureur le plus aéro, Remco le meilleur rouleur du monde. Il arrivait à se rapprocher à chaque fois. Mais au bout d'un moment, restant porte-à-faux, bah, il les voyait déjà plus au loin. Et ça a joué, je pense, sur le moral. Et puis, au bout d'un moment, quand on fait, il a dû faire 45 bornes en chasse-patate, l'écart a augmenté. Mais Remco Evenepoel, énorme course de sa part, je m'attendais peut-être pas à ce qu'il fasse cette place-là pour limite sa première vraie Flandrienne, même si bon, il a déjà fait, mais c'est pas totalement une Flandrienne parce que ça fait jonction entre Ardennaise et Flandrienne parce qu'on a des monts pavés et des monts asphaltés avec la Brabanson qui l'a remporté devant Van Aert l'an dernier. Il fait une très belle course, alors c'est vrai que bon, ça zigzague un peu sur les monts pavés, ça saute un peu, peut-être qu'il met trop de raquets, mais c'est encourageant pour l'avenir. Et c'est vrai que Pogacar et Van der Poel se retournaient quand même, surtout Pogacar beaucoup pour savoir où était Remco, parce que forcément,
on pouvait se dire, même si Pogacar pouvait lâcher Van Der Poel, ah bah si il fait pas trop l'écart, ou alors que les ou deux ne se lâchaient pas, imaginons dans un dernier kilomètre ils étaient encore ensemble, et ça se regarde, Remco aurait pu en profiter. Si on l'avait en porte-à-faux. Ou Remco aurait pu imaginer que les deux se regardent pour revenir et contrer. Mais Van Der Poel a pris pas mal de relais par rapport à Pogacar. Et à part dans le Tyenberg, vous savez que pendant les 4, allez, on va dire 80% de l'ascension, on a Mathieu Van Der Poel devant Tadej Pogacar. C'était la seule ascension vraiment où il a pris un relais dans un mont. Parce que tout le long, il collaborait sur le plat, mais Pogacar faisait tous les monts. Alors il en remet à chaque fois. Je pense notamment dans le Kreuzberg, par exemple, après. Mais c'est vrai que il avait moins harcelé que Van Der Poel que l'an dernier. Même dans le Copenberg, Van Der Poel a quand même résisté. Alors, ça se faisait peut-être pas spécialement à l'arraché, mais il était obligé de s'employer. Et je pense que des efforts, on avait un Van Der Poel qui essayait de se faire rouler parce qu'il se sentait peut-être qu'il était moins bien par rapport à Pogacar, par rapport aussi à une masterclass un peu tactique qu'on a pu faire côté UAE, à toujours avoir un temps d'avance cette fois-ci. Et puis Pogacar a fait comme lors de ses victoires à chaque fois sur le Vieux-Quarmont. Vieux-Quarmont qui est l'ascension la plus longue, enfin l'un des monts les plus longs, mais plus de 2200 mètres, c'est que plus ça va être long, plus Van Der Poel aura du mal à tenir. Et bah c'est l'ascension qui est parfaite pour lâcher Van Der Poel. Et là, ce qui était encore plus frappant, c'est que il lâche Van Der Poel avant les pavés. C'est ça aussi qui est important, c'est que avant la portion pavé, Van Der Poel est lâché. Alors il a su limiter les dégâts. Hein. Après, même si entre le sommet du Quarmont et le sommet du Paterberg, il perd du temps, il limite quand même bien les dégâts dans le Paterberg. Mais au fur et à mesure, effectivement, sur la partie de plat qui était moins sa contenance, il perd du temps. Sachant que Pogacar s'est un peu relâché sur la fin. Mais c'était une totale maîtrise de Tadej Pogacar, qui égalise Van Der Poel à 3 rondes de chacun. Qui en font, mine de rien, j'ai envie de dire, deux des coureurs les plus titrés du Tour des Flandres, avec par exemple Museeuw ou Bonnet Cancellara à 3. Victoire. Mais c'est vraiment, ce que j'avais envie de dire, c'est vraiment une démonstration de Pogacar où il a été serein de bout en bout. Il n'a jamais été inquiété par Mathieu Van Der Poel quand même. Qui n'a pas tenté un moment, même, je vais dire tenter au bluff, ça aurait peut-être pas été génial. Mais c'est vrai qu'on a eu un Mathieu Van Der Poel qui à chaque fois a été en difficulté et effectivement était moins bien physiquement. Alors est-ce que sur Paris-Roubaix ce sera le cas? Il y a le facteur chance qui va beaucoup plus rentrer en compte, l'aspect tactique bien évidemment. Il y aura une start list sur Paris-Roubaix avec des coureurs différents parce que sur Paris-Roubaix, si on regarde la start list, il y a qui est prévu, il y a Jonathan Milan aussi en plus, qui sera une carte au sprint, il y aura Söderqvist en termes de rouleurs, Mats Pedersen qui sera peut-être en meilleure condition, il y aura Vacek aussi, on sait que les rouleurs peuvent être performants, et en plus côté rouleurs, il y a quand même Tarling et Ghana qui seront là. Van Der Poel aura quand même Caden-Gross à ses côtés, Philipsen aussi en plus. Mauric sera là avec ses gardes. Mauric, on se souvient de son Paris-Roubaix en 2022. Il y aura quand même Arnaud Delis qui sera présent également. Ouais, la Red Bull n'auront pas Remco, mais il y aura quand même les frères Van Dijk, Vermeersch, Pitti qui seront là. Pitti, on se souvient de son Paris-Roubaix en 2024. Steven avec Lampard, Van Barle, il y aura quand même de l'expérience avec un ancien vainqueur dans cette formation et puis même que des coureurs qui savent performer là aussi. L'expérience sera importante. Laporte, Brennan, Van Aert, il aura quand même des cartes, on aura des cartes de sprint dans cette formation et on aura plusieurs leaders et l'aspect de jouer à ogre à deux têtes influencera. Bon, vous me direz, Pogacar, il aura quand même Florian Vermeersch avec lui. Abrahamsen, Vorenskold aussi, ce sera des coureurs assez intéressants à suivre parce que effectivement sur Paris-Roubaix, il y a également la puissance qui va rentrer en compte. Enfin, il y a l'aspect, bien évidemment, sur un bon Flandrien, il faut développer de la puissance, de la force, de l'explosivité aussi, avoir une bonne pointe de vitesse. Être très agile sur son vélo, forcément j'ai parlé du placement et savoir sentir la course. Et sur Paris-Roubaix, il y a les rouleurs aussi qui s'en sortent très très bien généralement. Donc ça va être assez important à dire. Mais ce Tour des Flandres a vraiment été très intéressant. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce que ça parte 200 bandes de l'arrivée. Même on n'a pas réellement de coureurs qui ont anticipé. Et c'est aussi totale gestion de la UAE. Cosnefroy aurait été. Je n'avais pas totalement vu Cosnefroy rouler, même s'il était tombé un moment. Enfin, tombé, il a eu un problème. Je crois qu'il oui, il est tombé. Mais même Polit a beaucoup roulé. C'était le cas aussi avec, je pense, notamment Morgado. Enfin, Morgado, on l'a pas beaucoup vu, il est vrai. Et même avec un Morgado qu'on a beaucoup moins vu. Et surtout, je le disais quand je commentais mon direct, mais faut pas oublier que Wellens et Narvaez ne sont pas là. Narvaez est blessé depuis le début de la saison. Et Wellens est blessé depuis quelques temps. Yann Christen d'ailleurs est pas si bien que ça. Mais si on regarde Wellens il était blessé. Il va faire la Brabants Express, donc il va revenir, mais il n'était pas sur les Flandriennes.
Et Narvaez, il reprend quand Narvaez? Il reprend Brabant Sprace aussi. Mais les deux étaient blessés, hein. Donc ça a influencé d'avoir d'autres c'est le Nant qui sont très à l'aise sur ce type de profil-là, profil-ci. En moins, aussi, il faut pas oublier, c'est que l'UAE aura pu avoir une autre domination collective sur cette étape-ci, enfin sur ce tour des Flandres, c'est-à-dire que même comme ça, il arrive à avoir cette marge aussi sur ces courses-ci avec une part de son collectif en moins. Ça aussi, c'est important à souligner par rapport à Pogacar. Et j'irai juste un peu plus loin là-dedans aussi, c'est qu'effectivement, c'est une course qui correspond parfaitement à lui, mais justement, en allant créer ces mouvements de course à plus de 100 bandes, bah, l'aspect d'anticipation, par exemple, là j'ai cité, mais l'aspect d'anticipation qu'on aurait pu avoir comme ce que Pedersen avait pu faire en 2024, par exemple. Si on peut revenir, on a pu voir par exemple des Valkenberg ou le Berthanot ou même le New Kreuzberg, ça aurait été difficile. Mais Valkenberg et Berthanot, je crois que c'est peut-être Berthanot où ça va accélérer après avoir repris échappé. Je crois, oui, c'est ça. Mais on aurait pu voir Berthanot et Valkenberg, pourquoi pas des cours anticipés. Et bah, on s'est même enlevé cette épine-là du pied, c'est-à-dire que chaque occasion que ses adversaires avaient de le mettre en difficulté, il avait une réponse. Et c'est même pas une réponse, c'est qu'en fait, il leur coupait l'herbe sous le pied dans le sens où, avant même que l'idée ne leur vienne en tête d'anticiper ou de le mettre en difficulté, ou en tout cas, j'imagine qu'il y avait un plan dans certaines équipes pour pourquoi pas prendre de l'avance en manière générale, mais c'est que même avant, et c'est un travail aussi qui était intéressant à voir, c'est que avant même que cette idée puisse être mise en place, et bah l'UAE avait utilisé les failles et oui, briser la ligne de l'adversité via l'anticipation. Il faudra voir sur Paris-Roubaix, est-ce qu'on utilise l'anticipation ou pas côté UAE. En tout cas, on se retrouvera pour Paris-Roubaix, et même je pense pour d'autres étapes du Tour du Pays Basque, peut-être faire une vidéo toutes les 2 étapes du Tour du Pays Basque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.